Alors, Erev Tov à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle séance de l'école des parents sur Zoom, comme d'habitude. Et ce soir, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur une thématique qui concerne tous les parents du monde et que j'ai intitulée très simplement la jalousie dans la fratrie. Alors, on va essayer, si vous le voulez bien, de réfléchir sur cette problématique que l'on a toutes et tous rencontrée ou que l'on rencontre encore toutes et tous à l'intérieur de l'univers familial. Et je ne vais pas juste m'arrêter ce soir à la problématique de jalousie qui peut exister dans la fratrie, dans le cadre de la relation entre les petits frères et les petites sœurs, mais aussi la jalousie dans la fratrie qui parfois peut continuer à exister bien plus tard, même lorsque l'on se retrouve à l'âge adulte. Et quand je dis âge adulte, ça peut être 30, 40, 50, 60, voire même plus. On va essayer d'y réfléchir, évidemment. En premier lieu, voyons bien sûr nos textes et essayons de voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ce que l'on appelle cette notion de jalousie. Il y a évidemment, et c'est au passage une paracha que l'on va lire, un texte fondateur, j'ai envie de dire, sur cette problématique de jalousie, puisque c'est, vous le savez parfaitement, la fameuse histoire entre Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire, nous avons donc Yosef qui est le fils de Yaakov, de Jacob et de Rachel, et puis il y a ses frères qui sont là, qui sont les fils, entre autres, de Léa, de Bila, de Zilpa, et on nous relate donc l'histoire d'une jalousie entre les frères, c'est-à-dire d'un frère qui semble être isolé, pardonnez-moi, c'est Yosef, et des frères qui ne supportent pas, tel qu'on le voit dans le texte en tout cas, ce qui semblerait être une préférence du père par rapport à un des plus jeunes, c'est-à-dire par rapport à Yosef. Et les termes qui sont relatés dans le texte de la Torah sont très forts, sont très bouleversants, une forme de haine, ils ne peuvent pas parler en paix. Et on voit un petit peu ce que sera la suite, toutes les problématiques qui vont émerger, la vente de Yosef, mais au fond tout ça préfigure toute l'histoire de la sortie d'Égypte, mais c'est un autre sujet. En tout état de cause, la Torah nous parle en effet d'une problématique de jalousie et on le voit aussi dans d'autres lieux et plus en amont bien sûr avec la fameuse histoire entre Caïn et Hével, entre Caïn et Abel. Rappelons-nous que Caïn est celui qui va amener une offrande en premier dans l'histoire de l'humanité. Son frère Hével, Abel, va l'imiter, va à son tour amener une offrande. Et le texte de la Torah nous dit que l'offrande de Caïn n'est pas acceptée en premier, c'est celle de son petit frère. Et il y a une réaction que vous connaissez parfaitement, puisqu'elle va aboutir au premier meurtre de l'histoire, le moment dans lequel Caïn va tuer Hével. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de jalousie telle qu'on le comprend nous? Évidemment que oui, et évidemment que non. Évidemment que oui, parce que tel qu'on voit les choses, il y a ici fratrie. Il semblerait que par rapport à une référence, dans un cas c'est Dieu, dans l'autre cas c'est le Père, il y ait préférence, et cette préférence est inacceptable, et elle génère donc, eh bien, à un moment, une réaction qui est extrêmement lourde, qui est tout simplement de faire disparaître la personne qui nous pose problème, qui semble être la préférée. Bon, c'est quand même assez bouleversant si on regarde jusqu'où les choses vont. Mais si vous le voulez bien, on va essayer quand même de voir ce que nos maîtres nous disent par rapport à ce concept de la jalousie, comment est-ce qu'ils l'analysent, comment est-ce qu'ils le pensent. Eh bien, il y a un texte dans la Mishnah qui dit la chose suivante, Hakin'a vata'ava vakavod motzim et adam min haolam. Hakin'a, la jalousie, ta'ava, les désirs, vakavod et la recherche des honneurs, sortent l'individu de son univers, sortent l'individu du monde. Et Rav Wolbe explique et dit que on ne parle pas ici de sanction, on parle au fond de sortir de son propre univers. Traduction, la jalousie, et puisque c'est de la jalousie dont on parle, on va s'arrêter sur elle. La jalousie est quelque chose qui, au fond, fait sortir l'individu de son univers. Traduction, à force d'être sans arrêt tourné vers ce qui se passe chez l'autre, on oublie de découvrir ce qui existe dans notre univers. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est la problématique de la jalousie de la manière la plus globale qu'il soit. En effet, si sans arrêt on est attaché à vouloir découvrir ce qui se passe chez l'autre et avoir envie de ce que l'autre a, d'en être jaloux,
évidemment qu'on n'ira jamais explorer ce que l'on vit soi-même, ce que l'on est et tout ce que l'on a. Ça, c'est au niveau d'une jalousie qui se situe dans, j'ai envie de dire, dans tous les domaines, chez tous les individus. Kin a, être jaloux de l'autre, c'est au fond ne pas vouloir explorer son propre univers et penser que l'on ne pourra exister que lorsque l'on aura vécu ou lorsque l'on possédera ce qui se situe dans l'univers de l'autre. Mais là, on va quand même parler de la notion de fratrie. Et évidemment, c'est dans la fratrie que va se jouer cette problématique de la manière la plus forte qui soit. Alors, en premier lieu, il faudrait quand même faire une différence fondamentale entre la notion de jalousie et la notion de l'envie. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. C'est vrai qu'elles semblent s'exprimer sur le même point, mais être jaloux et avoir envie sont deux notions qui sont complètement différentes. Voir que l'autre a quelque chose et en avoir envie est quelque chose que je pourrais définir comme étant plus ou moins légitime et entendable. En effet, cette personne, ici en l'occurrence, à l'intérieur du groupe familial, a quelque chose et j'en ai envie. Et donc, bien sûr, cette envie va pouvoir être traduite parfois comme étant l'expression de la jalousie. Or, ce n'est pas ça, au fond, le vrai problème. La jalousie, c'est lorsqu'il y a une traduction intérieure de ce qui se passe chez l'autre dans la relation qu'il a avec, en l'occurrence, les parents, et qui me bouleverse et qui me touche. Vous le savez, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est une notion que l'on a pu voir très souvent. Tout enfant a besoin de savoir quelle est la place qu'il occupe face à ses parents. Et ça, vous allez dire, on l'a entendu, on est au courant, Mazal Tov, c'est super, mais il ne faut pas oublier que c'est au cœur de son histoire. Avoir envie de la voiture de l'autre, avoir envie de tel et tel élément que l'autre est, et il se trouve que c'est mon frère ou ma sœur, est quelque chose d'entendable. Au fond, mon frère ou ma sœur est en train de jouer avec quelque chose, et moi, cette chose-là me semble géniale, passionnante, et je suis sûr que ça doit être super quand on l'a. Évidemment que j'en ai envie. C'est normal, c'est légitime. Il reçoit la possibilité d'être invité chez des copains, et moi non. Évidemment que j'en ai envie. C'est quelque chose de normal, de légitime. Seulement, comme ça se situe dans la fratrie, alors ça peut générer un certain nombre de conséquences qu'on va analyser. Mais ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. La jalousie qui pose problème, c'est lorsque je traduis ce que l'autre a comme étant l'expression d'une relation différente qui existe entre lui et mes parents. Et on va le voir, c'est ce qui va se situer dans l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, au fond, le problème, c'est pas il a une tunique multicolore et nous aussi, on veut une tunique. Non, ça va, on n'en est pas là. Dans l'histoire de Joseph et de ses frères, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'ils traduisent ce qu'il a reçu de particulier comme étant l'expression d'un amour particulier que le père a vis-à-vis de lui et que eux n'ont pas. Avec évidemment une forme d'inquiétude, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas ici en train de vous dire les frères de Joseph étaient dans une jalousie qui générait une inquiétude. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue évidemment au niveau des frères de Joseph. C'est quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mais ce que la Torah est en train, entre autres, de nous apprendre à travers cet événement, c'est que cette jalousie qui peut être destructrice, c'est la traduction qui est faite par l'individu de ce qu'il voit. Or, nous le savons pertinemment, et ce sont des notions qu'on a déjà évoquées ensemble. La difficulté majeure que nous avons toutes et tous dans le monde des relations, c'est les traductions que nous faisons des choses. Et ces traductions, évidemment, vont avoir des incidences. Avoir envie est légitime. Il se trouve que j'ai envie de ce que l'autre a. C'est normal, c'est acceptable, tout le monde peut l'entendre. Par contre,
il y a quelque chose qui me bouleverse, c'est que l'autre a et moi je n'ai pas. Or, dans l'univers de l'enfance, qui fournit à l'autre ce qu'il a en main? Eh bien, c'est papa et maman, qu'on le veuille ou pas. Ou c'est eux qui autorisent d'autres à lui donner certaines choses. Donc, ça veut dire que dans ma tête d'enfant, peut-être que c'est lui qu'il préfère, ou alors moi qui suis moins préféré. Et ça crée une peur, ça crée une inquiétude. Et cette peur et cette inquiétude, l'enfant va l'exprimer, c'est une émotion, et évidemment, nous ne comprendrons généralement pas ce qu'il exprime, et nous nous arrêterons exclusivement sur « mais je ne vois pas pourquoi, et alors il a le droit, et toi aussi, et l'autre aussi, etc. etc. » Peur et inquiétude. Au fond, le travail sur la jalousie, c'est-à-dire sur cette peur, est quelque chose que l'on peut mettre en place en amont, qu'on soit bien clair. Je ne pense pas qu'à l'issue de ce cours, eh bien, à l'issue de ce cours, tiens, c'est pas mal comme jeu de mots, qu'à l'issue, cours, eh bien, vous aurez les clés pour que les enfants ne se disputent pas et ne soient pas jaloux les uns des autres, je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'un enfant va continuer à avoir des envies, et Baruch Hashem, grâce à Dieu, c'est génial. Vous imaginez un enfant sans envie qui voit ce que l'autre a à dire, non, c'est bon, moi je n'en ai pas besoin, vous savez, je suis au-dessus de ça, non mais c'est bien, je suis heureux pour lui. Non, non, non. Si vous dites ça, attention, posez-vous des questions. Donc un enfant va avoir des envies et qu'il aura envie de ce que l'autre a, parce que ça lui donne envie, ça pose pas de problème, ça se passera. On va voir comment éventuellement ça peut se gérer techniquement. Par contre, ce qui me dérange à moi, c'est si la jalousie est présente, c'est la traduction qu'il peut en faire et qui peut transformer la relation qu'il a avec nous et l'amener parfois extrêmement loin. Les jalousies des adultes, d'accord, dans les fratries, c'est la continuité de la mauvaise traduction que l'on a faite des attitudes et des postures qu'ont eu nos parents vis-à-vis de l'un et pas vis-à-vis de l'autre. Et on en veut à l'autre, non pas d'avoir eu, mais d'avoir été celui qui nous a amené à penser que nos parents nous aimaient moins ou nous avions moins d'importance que lui. Or ça, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est toi qui as généré chez nous cette souffrance, nos parents, papa, maman, même peut-être moi. Et donc, évidemment, sur la base de ça, cette inquiétude-là, tu en es à l'origine, donc je t'en veux d'en être à l'origine. On verra ça tout à l'heure, comme je l'ai dit, sur ce qui se joue dans les jalousies au niveau des fratries lorsqu'on est adulte. Alors, évidemment, on va tout d'abord se rappeler de ce principe que tout le monde connaît. Donner une place. C'est-à-dire, pour que les effets de l'envie ne génèrent pas une jalousie de par la traduction que va en faire l'enfant, nous allons déjà en amont rappeler à l'enfant de manière récurrente et permanente la place qu'il occupe pour nous, pour que les événements qui pourraient l'amener à être dans une interprétation ne soient pas interprétés. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai envie en tant que parent, c'est que lorsqu'il va voir que l'un a et lui n'a pas, qu'il râle, pardonnez-moi l'expression, parce qu'il veut lui aussi le chocolat ou parce qu'il a envie d'avoir ça, c'est quelque chose et il marche pas fort, j'entends rien. Et que j'accepte sans aucun problème. Après, on va voir comment on gère. Mais ça ne me pose pas de problème. Ce que je veux, c'est que, attention, qu'ils n'en déduisent pas des choses qui sont inexactes. Et pour cela, il faut régulièrement leur rappeler la place qu'ils occupent par rapport à nous à travers des actes, des paroles qui sont là juste pour le leur dire. J'appelle ça des cadeaux pour du beurre. C'est-à-dire, tu rentres à la maison et tu vois sur ton lit le petit chocolat que tu aimes beaucoup, ou alors
toute petite voiture, vous savez, à 1 euro, qui est posée là. Pourquoi? Ben, je suis passé aujourd'hui dans la rue, j'ai vu ça, je me suis rappelé que tu aimais tellement ça, eh ben, j'ai décidé de te l'acheter. C'est-à-dire, ce sont des petits actes dans lesquels il n'y a pas de gros investissements, mais qui disent à l'enfant, tiens, papa et maman pensent à moi même quand ils sont dans la journée, donc ça veut dire que je suis important pour eux, et la manière dont ils me l'expliquent, c'est à travers ce petit cadeau, cette petite chose qui me fait plaisir et qui leur montre que non seulement ils se rappellent de ce qui me fait plaisir, mais en plus, ils cherchent à me l'exprimer. Et ça, c'est ce qui permettra, lorsqu'il y aura jalousie, traduction, lorsqu'il y aura envie de ce que l'autre a, de ne pas aller et traduire les choses un peu plus loin. Ça, j'ai envie de dire, c'est déjà le premier point. Évidemment, nos enfants qui sont à l'affût en permanence de savoir si oui ou non ils ont chez nous une place importante, vont repérer tous les mots qui pourraient parfois traduire que l'autre est plus important que eux. À l'image de Yosef, il a une tunique multicolore, mais là, ça peut être à travers des choses qui parfois nous semblent être très banales, mais qui en vérité peuvent avoir une incidence légèrement plus forte. Et je vais vous donner un exemple très simple. On a toutes et tous dans nos familles des enfants qui sont doués dans un domaine, dans un second domaine, dans un troisième domaine. D'accord? Allez, le petit bricoleur, le petit musicien, le petit ceci, le petit cela. On est d'accord? Tous. Super. Concrètement, quand vous dites « Ah, lui, c'est notre bricoleur. Hein. » Alors lui, il est très content, hein, le boss. Mais celui qui ne l'est pas, en vérité, qui pourrait l'être, il peut traduire ça comme étant « Ah, lui, il est spécial. » Donc, ça crée deux choses. La première, c'est que il ne risque pas de bricoler parce qu'il ne va pas s'aventurer sur le terrain de quelqu'un qui semble être beaucoup plus doué que lui pour ne pas avoir l'impression qu'il est moins doué que lui. Et surtout, il peut traduire ça comme étant « et donc c'est quelqu'un qu'on aime de manière particulière ». Vous voulez donner à chacun la conscience qu'il a une dimension particulière, faites-le pour tout le monde ou sinon ne le faites pour personne. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour un enfant de ne pas traduire nos paroles comme étant l'expression d'une forme de préférence. Il lui est difficile de ne pas traduire nos paroles comme étant l'expression d'une forme de préférence. Évidemment, pour réussir à faire ce travail, il va falloir mettre en place quelque chose de très simple, c'est qu'il n'y ait pas de jalousie sur l'élément essentiel, c'est-à-dire non point sur des histoires de carreaux de chocolat, mais surtout sur le temps que l'on prend avec nos enfants. Sur cela, en effet, ils doivent percevoir qu'il y a, entre guillemets, une forme, non pas d'égalité parfaite, parce qu'elle est totalement impossible, et ça ne sert strictement à rien de tenter l'égalité parfaite pour être sûr qu'il n'y aura pas de jalousie, mais qu'il y ait pour chacune et chacun d'entre eux un temps dans lequel nous sommes pleinement et complètement avec eux. Parce que la traduction qu'ils feront de ce moment, c'est l'importance que j'ai pour papa et maman. Et ce temps-là est un temps dans lequel il doit se passer tout, sauf ce qui est du domaine de l'obligatoire, du scolaire ou du reste. C'est le moment dans lequel on leur parle de nous, on leur parle d'eux, on échange, on rigole, on se fait un petit truc rigolo et l'enfant est rassuré et se sent en sécurité. Et donc, si par la suite, il voit qu'il y a des différences, il ne traduira pas ces différences comme étant l'expression d'une forme de désamour par rapport à lui, mais, et c'est là où on va arriver, comme étant la réalité d'un monde dans lequel, eh bien, on ne sera jamais, jamais, jamais dans l'égalité. On ne pèse pas les carreaux de chocolat. On ne compte pas exactement le nombre de bislis que chacun a reçu. Et c'est important de le faire même a priori. Ah, vous allez dire, mais au fond, c'est faux parce que si on ne le fait pas, ils vont se disputer, il va dire, il en a eu plus et c'est pas normal et c'est pas logique. Oui, oui, oui. En effet, ils vont le dire. Et notre travail à nous en tant que parents, c'est de dire, ouais, et alors? C'est-à-dire, très bien, il a reçu peut-être 2 biscuits en plus, et donc, pourquoi ça te pose un problème?
Ce serait intéressant de voir, ouais, mais j'en veux aussi, moi j'ai faim, j'ai faim. Ah, t'as faim? Ah, bon, ben ça c'est bien, si t'as faim, alors viens, bien sûr, t'en prends 3. C'est pas un problème de faim, alors pourquoi? C'est-à-dire, ce serait très intéressant de dire, ouais, mais c'est pas normal, tu le préfères, et pourquoi lui, et c'est pas normal, et c'est pas normal. Il faut dire, c'est pas normal quoi? Mais tu sais, ça arrive comme ça, hein, quand on donne une poignée de biscuits, il y en a parfois un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Apprenons à nos enfants, en étant inégaux avec eux, de ne pas voir dans cette inégalité technique quelque chose d'autre que la réalité de la vie dans laquelle nous sommes. C'est tout. C'est-à-dire, s'ils sont sans arrêt à l'affût de l'égalité parfaite, eh bien, je vous garantis que vous êtes en train de leur préparer une vie de difficulté. Parce que l'égalité parfaite n'aura pas lieu. Parce que à la synagogue, on appellera toujours une personne un peu plus qu'un autre. Parce qu'on accueillera toujours quelqu'un avec un sourire plus grand. Parce que celui-là, il aura peut-être toujours un petit peu plus la place ici ou là. Parce que le patron. C'est comme ça. C'est comme ça parce que le directeur d'école recevra toujours un peu plus longtemps cet enseignant. C'est-à-dire l'inégalité fait partie de l'existence. Mais dans la mesure où pour nous, elle n'est que l'expression de la vie. Et sans plus, on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Évidemment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que c'est comme ça. Comme je l'ai souvent cité au nom du Rav Moshe Soloveitchik, Zemetziut HaChaim, c'est la réalité de la vie. N'ayons pas peur de créer la jalousie à travers le fait que nous ne cherchions pas en permanence à être dans un système égalitaire à l'intérieur de la famille pour apprendre à nos enfants que ne pas avoir les mêmes choses de la même manière, eh bien, c'est ce qu'ils découvriront toute leur existence. Et que parfois, il y en aura un qui aura, et l'autre n'aura pas, et l'autre aura, et toi, tu n'auras pas. Il y a un moment, tout le monde aura, il y a un moment, tout le monde n'aura pas, et c'est comme ça. Évidemment, pour cela, il faut bien montrer l'exemple. C'est-à-dire voir aussi en quoi nous, dans notre vie, nous ne sommes pas aussi dans cette jalousie, dans les relations que nous avons avec d'autres, lorsqu'il y a une référence au-dessus de nous. Parce que n'oublions pas que l'enjeu, c'est ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à une référence au-dessus de nous et que nous sommes dans cette interrogation sur le regard que nous porte cette référence au-dessus de nous. C'est là où se situe le reste, la jalousie, je veux ce que l'autre a parce que j'en ai marre, je veux toujours avoir ce que les autres ont, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, c'est dans la fratrie. Donc évidemment, c'est en connexion avec le regard parental. Et je le redis à nouveau, pardonnez-moi d'être un peu pesant peut-être, ne confondons pas la jalousie avec l'envie. Un enfant a besoin d'avoir envie et on a envie de ce que l'on voit chez l'autre et c'est normal. Si on veut s'approprier ce que l'autre a, c'est normal parce que ça nous plaît et on aimerait jouer avec. Ce qu'il ne faut pas, c'est chercher absolument à avoir ce que l'autre a pour que la non-intervention parentale nous rassure par rapport à la question que nous avions. Et là, je rentre dans la suite. En effet. Alors là, on va rentrer dans du concret. Donc, le petit frère est là. Et il a reçu une voiture rouge. Et la grande sœur ou le grand frère est là et dit « Mais moi aussi, je veux la voiture, mais moi aussi, je veux la voiture, et pourquoi tu ne m'as pas donné, etc. » Et là, bam, il vient, il prend la voiture. Aïe, 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 que se passe-t-il? Bien sûr, le petit commence à crier. Et là, le grand frère est là en train de se dire, bon, on va voir. Donc, si papa et maman me crient dessus, voire me tapent, et redonnent la voiture au petit frère, donc c'est bien ce que je pense, il le préfère, et moi, il ne m'aime pas autant que lui. Donc, il attend de voir notre réaction pour, sur la base de celle-ci, valider ou invalider l'idée qu'il pense avoir par rapport à ce qu'il a pu constater. Il a reçu quelque chose que moi, je n'ai pas eu. Donc, ça veut dire, donc on va vérifier tout de suite. Et là, évidemment
qu'il est en zone test. Vous savez, nos enfants sont loin d'être des imbéciles. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer aussi bien en amont qu'en aval. Alors là, on va peut-être ici rentrer dans la situation concrète. On est là, il est venu et il veut absolument avoir ce que l'autre a. La question qui se pose à nous, elle est très simple. Est-ce que nous allons intervenir ou est-ce que nous allons décider tout simplement d'être des médiateurs par rapport à un objet qui pourrait aussi bien appartenir à A que à B, mais qui ne peut pas appartenir au même moment à A et à B. C'est-à-dire, en étant médiateur, on est en train de dire aux deux enfants, la possession de cet objet pour l'un ou pour l'autre ne veut pas dire qu'il y a une préférence et un amour particulier du parent pour l'un ou pour l'autre. Il se trouve que parfois, on offre à A. Il se trouve parfois qu'on offre à B. Il se trouve parfois que A a en main et que B ne l'a pas. Et l'un et l'autre veulent vérifier. Eh bien, nous allons vous donner la réponse. Et c'est quoi la réponse? C'est tout simplement accepter que les deux, au fond, ont une envie qui est légitime. C'est-à-dire, on traduit ça tout de suite au niveau de l'envie. Et ça va être très intéressant. Vous allez dire, au fond, à un enfant ou à un autre, ou aux deux, pardonnez-moi, « Ah, mais j'ai l'impression que tu as très envie d'avoir cette voiture. Ah, mais lui aussi, il a très envie d'avoir cette voiture. » C'est-à-dire que ce n'est pas sa voiture, tu ne peux pas la lui prendre, c'est la sienne. Non, non. Il y a une voiture qui se trouve appartenir à l'un. Mais les deux ont envie maintenant de jouer avec. Et donc, déjà accepter et dire cette chose, c'est leur faire passer un message très simple. C'est que votre envie est légitime, aux deux. Et que nous l'acceptons en tant que telle. Et maintenant, on va prendre une décision pour savoir comment on fait pour que l'un puisse l'avoir, mais que l'autre n'entende pas par cela que je le préfère. Et là, on va rentrer dans ce que j'appellerais une solution dans laquelle on va être un petit peu ce système de win-win, de gagnant-gagnant, c'est-à-dire de faire en telle sorte que chacun des enfants voit que du moment où il a une envie, eh bien, on pourra à un moment répondre à cette envie et que là, on va mettre à l'instant T de manière arbitraire une règle qui est, bon ben, c'est quand même lui qui a commencé à jouer. Alors comme c'est lui qui a commencé à jouer, c'est normal qu'il continue. Et toi, pendant ce temps-là, ben, tiens, tu vas venir avec moi, on va faire d'autres choses. Et puis après, quand il aura fini de jouer, eh bien à ce moment-là, ça sera à toi de l'avoir. C'est-à-dire, on va rentrer dans une forme de règle logique qu'on va installer nous-mêmes, dans lequel, ah ben non, c'est comme on l'invitait lui, bon, ben alors c'est normal que c'est lui qui aille. Pourquoi? Ben parce que quand on invite quelqu'un, c'est normal. Mais qu'on soit bien clair, on doit accepter que l'autre en ait envie et on doit dire que nous voyons là-dedans l'expression d'une envie et c'est tout. Si on lui dit « Non, mais attends, c'est pas normal, moi je lui ai offert, alors c'est à lui, etc. C'est pas normal, tu as le droit. » Donc il dit « Ah, donc tu es bien d'accord qu'il y a ici une forme de préférence. » Et là, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite, cette inquiétude et après on se retrouve un petit peu à l'intérieur de ce cycle. Donc, voilà déjà un petit peu quelques exemples sur la manière dont on peut penser ce qui se joue dans la jalousie au niveau de la fratrie. Maintenant, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin et essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsque cette jalousie est présente à travers la manière dont les enfants voient les attitudes différentes que nous avons pu avoir vis-à-vis d'eux par rapport à d'autres. Je m'explique. Nous avons toutes et tous été confrontés à des enfants qui ont plusieurs âges. Et évidemment, on va avoir des attitudes vis-à-vis des uns que nous n'avons pas vis-à-vis des autres. Et évidemment, le fait que lui a le droit d'aller dormir plus tard, alors que moi je le veux et toi tu ne le veux pas, je ne comprends pas. Moi je me mets dans la tête de l'enfant et il va dire, nous sommes deux enfants.
Ok, c'est les parents qui décident. Quand un dit je veux dormir tard, il a le droit. Quand l'autre dit je veux dormir tard, il n'a pas le droit. Ben, c'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Mais nous sommes deux enfants. Commencez à lui expliquer que lui est plus jeune, que l'autre est plus âgé, il risque de dire oh ouais, d'accord, ça c'est ton interprétation, parce que moi, même si je suis jeune, je tiens très bien le choc. 10h, 11h du soir, ne te fais aucun souci, je serai en parfaite forme. Et tu le sais. Donc, au fond, tu as inventé ça pour pouvoir me montrer que lui, tu le préfères et que moi, en vérité, sur des choses qui me feraient plaisir, tu n'as pas envie de me faire plaisir. Et c'est là où il va peut-être falloir aller un tout petit peu plus loin dans la parole et dire à l'enfant, j'aimerais beaucoup te faire plaisir et te laisser dormir plus tard. Mais ce n'est pas une bonne chose. Mais si c'était une bonne chose, évidemment. Pourquoi? Ça, tu comprendras plus tard. C'est-à-dire que montrer que dans l'absolu, nous n'avons rien contre lui donner ce que l'autre a. Seulement, il y a parfois des impossibilités. Seulement, il y a parfois des choses qui s'appellent des règles et qui font que cette chose-là ne peut pas exister. Dire à une personne qu'on aurait bien aimé pouvoir faire les choses, la rassure. Regardez, vous êtes dans une société, vous avez un patron. Et puis à un moment, il a décidé que certaines personnes, ceci, cela, et vous n'en faites pas partie. Évidemment qu'on se dit, OK, il les préfère. Sauf si on est déjà bien mature, bien sûr. Mais si le patron vient et vous dit, vous savez, dans l'absolu, j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous faire vous aussi profiter de ça, mais concrètement, ce n'était pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, mon choix s'est passé de cette manière. Une autre fois, le choix se passera différemment. On est totalement rassuré. Pourquoi? Notre envie peut rester, mais la traduction que l'on était en train de faire a disparu. Et s'il y a bien un mot dont il faut se rappeler ce soir, c'est cette problématique de traduction. La traduction. Travailler en permanence sur le fait que l'enfant ne doive pas avoir de mauvaise traduction de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que par la suite, lorsqu'il va grandir et lorsqu'il se mariera, par exemple, s'il s'est habitué à avoir des traductions de ce type, il sera en permanence jaloux et vivra très très mal son quotidien. Pourquoi? On va rentrer, allez, avec les gros sabots, d'accord? On met nos gros sabots et on avance. Dans un couple, il nous arrive de rencontrer des amis. Et quand on rencontre des amis, on va voir que notre conjoint parle parfois un peu plus avec telle et telle personne. Je ne parle pas de trucs bas de gamme, qu'on soit bien clair, on n'est pas la problématique homme, femme ou autre, même si parfois ça peut se passer de cette manière, mais on n'est pas du tout là-dedans. Seulement, quand toi tu parles un peu plus à cette personne, toi tu es ma référence, d'accord? Tu es la référence qui compte pour toi, j'ose espérer, dans un couple. On est chacun quelqu'un qui compte pour l'autre. Et toi, tu sembles vis-à-vis d'un tiers donner quelque chose qu'à moi tu ne donnes pas. Du temps, de l'écoute, un sourire, que sais-je. Donc, jalousie. Mais pourquoi jaloux? Parce que serait-ce à dire qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que moi? Ou au fond, ça veut dire que je suis moins important que les autres. Vous avez des personnes qui, toute leur vie, sont comme ça. C'est-à-dire, dès le moment où elles voient quelqu'un qui leur est proche, avoir une manière d'être, une posture X, Y ou Z par rapport à un tiers, immédiatement, elles ont tendance à le traduire de cette manière parce que tout simplement, le travail n'a pas été fait dans leur enfance. Quand elles étaient jeunes, on ne leur a pas appris à ne pas traduire. Et donc, naturellement, instinctivement, elles vont traduire cela de cette manière. Et nous, on ne comprend pas, parce qu'on traduit ça souvent comme étant la jalousie. Mais t'es jaloux de quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc on pense que l'autre nous soupçonne, mais ce n'est pas du tout d'un soupçon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre est persuadé que ce supplément qu'un tiers a reçu veut dire que moi, je ne suis pas important. Et vous pouvez avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et être dans la même problématique. D'où l'importance fondamentale, le plus tôt possible et de manière régulière,
de faire en telle sorte que ces traductions n'existent pas. Et comme je l'ai dit à un moment, ne pas avoir peur de créer les situations de manière, boum, dans lequel, tiens, prends 5 euros, ah ben tiens, j'en ai plus que 4, prends 4, ah mais Bisli, machin, etc. Ne le faites pas systématiquement. Mais, et dans lequel, et alors, quoi, tu crois que je l'aime plus parce que je lui ai donné 6 Bisli? Non mais t'as craqué ou quoi? Ah tu penses? Mettez un mot. Ah tu penses? Alors là, vous pouvez jouer un rosier. Alors, je t'aime très fort. Et vous amenez le Bisli. Ah là, je l'aime très, très, très fort. Et vous faites ça de manière tellement, tellement grosse, hein, tellement pesante, qu'ils rient les enfants. Ou même s'ils rient pas, ils râlent. Ouais, mais je suis pas d'accord, je veux. Mais ils ont entendu le message. Ils ont entendu le message que ceci ne veut pas dire cela. Point. Ceci ne veut pas dire cela. Le reste, tu as envie, parce que tu es un être humain et tu as envie, c'est légitime, je l'accepte, je l'entends. Et là, c'est un autre travail sur la gestion des envies. On ne peut pas toujours tout avoir comme on le désire, au moment où on le veut. Et puis bon, ça, le reste, c'est nos problématiques de vie, n'est-ce pas, à toutes et à tous. On va avancer un tout petit peu avant de passer à l'univers de vos questions. Maintenant, réfléchissons sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant lorsqu'il nous voit, nous, en tant que parents, traduire le monde des inégalités dans un cadre X, Y ou Z comme étant un monde de préférence. Je m'explique. Très simple. Ouais, tu as vu, eux, il les a laissés. Ouais, mais c'est normal, hein, le directeur, il les connaît mieux, ou alors c'est des copains. Donc, traduction, les personnes sont plus importantes. C'est pour ça qu'elles ont eu ça. Vous imaginez s'ils entendent ça de notre part, donc la déduction, ils vont la faire. Parfois, c'est nous-mêmes, sans nous en rendre compte, qui faisons pénétrer chez nos enfants ces notions-là en disant oui, papa, et pourquoi ils peuvent? Non, tu comprends, le directeur, c'est un ami de leur famille. D'accord? Donc, en 2 mots, ils les aiment plus. Et puisqu'ils les aiment plus, ils leur donnent quelque chose de particulier. Donc, quand quelqu'un a quelque chose de particulier, c'est qu'on l'aime plus. Ça veut dire que les autres, on les aime moins. Mazal tov, super, paf! Évidemment qu'après la problématique de la jalousie, elle va vouloir dire ça. Si nous-mêmes on traduit, ils traduiront, évidemment. Si vous êtes face à une situation comme ça, vous dites, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il avait envie de leur donner ça aujourd'hui, peut-être qu'une autre fois, ça sera nous, peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en 2 mots, non, mais parce qu'il est préférant. J'en sais strictement rien. Pourquoi tu dis une chose pareille? Quoi, tu crois que quand ton frère il reçoit un morceau de chocolat de plus, ça veut dire que je le préfère? Pas du tout, ça ne veut rien dire. C'est juste, voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, alors, ça nous embête, hein, parce que nous, on aurait aussi aimé. Ne soyez pas aussi dans la délégitimisation d'une envie. C'est-à-dire, ne nous faisons pas aussi grands que ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire dire, non, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas important dans la vie, etc. Attends, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on aurait bien aimé. On aurait bien aimé avoir le passe-droit. On aurait bien aimé avoir la chose. C'est vrai. On aurait bien aimé être placé un peu plus devant. On aurait bien aimé qu'on nous appelle. C'est normal. Au bout d'un moment, on grandit, on relativise et puis on met des choses à leur place. C'est vrai. Mais surtout si ce n'est pas quelque chose qu'on vit intérieurement, ne l'exprimons pas. Parce que après, nos enfants le percevront. Et pour eux, un discours qui ne correspond pas à ce que l'on vit intérieurement est très inaudible. Donc, ça, c'est un point sur lequel on peut travailler de manière ultra, ultra concrète. Maintenant, quand nous avons des disputes concrètement dans la fratrie où ils sont en train de se battre, de se disputer et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes médiateurs. Le médiateur, c'est celui qui accepte d'abord que chacun est dans sa difficulté, chacun est dans sa souffrance. Celui qui a reçu ne voit pas pourquoi, parce que l'autre a envie. Eh bien, il devrait céder la chose, et je le comprends. Et celui qui a envie de savoir si véritablement quand tu lui donnes à lui, ça veut dire que tu préfères ou c'est juste que ça se trouve être comme ça, ce qui n'enlève en rien mon envie. Et ça, si on arrive à le faire, ça n'enlèvera pas les disputes par rapport aux envies et on ne peut pas combler les envies de tous les enfants au même moment de la même manière. Mais ça leur permettra de ne pas avoir de mauvaise traduction. Et surtout, et ça c'est un point sur lequel je me permets d'insister, lorsque l'on donne quelque chose à un enfant, lorsqu'un enfant reçoit quelque chose, eh bien, sachons à ce moment-là donner de l'importance à ce qui s'est passé
pour que l'enfant réalise bien qu'à un moment, c'est lui qui a et qu'il en ait le souvenir. N'hésitons pas de temps à autre à nous remémorer à voix haute, en leur présence, et tu te rappelles la fois où tu voulais qu'on a fait ça, etc., que c'était rigolo, que tu avais été le seul qui était monté sur le truc. Vous vous rappelez, hein, c'est rigolo. Ah, et toi, tu te rappelles que les enfants entendent de temps à autre dans ces échanges familiaux ce qui s'était passé pour l'un, ce qui s'était passé pour l'autre, que lui, tu te rappelles, cette année-là, il y avait un super cartable, on lui avait acheté, et il était super, même si après on s'est rendu compte que les lanières, elles étaient trop larges. Ah, mais tu te rappelles, c'est la même année où quand toi, tu voulais justement ça, tu avais eu ça, au passage. Et donc, dans cette circulation de parole dans laquelle on rappelle qu'à un moment, il a eu, l'autre n'avait pas eu, lui, elle avait eu, l'autre n'avait pas eu, eh bien, il y a des choses qui s'installent à l'intérieur d'eux-mêmes. Maintenant, dernier point, jalousie dans la fratrie, je ne peux pas ne pas en parler. C'est les problématiques de jalousie dans l'univers des adultes. L'univers des adultes, ça commence déjà évidemment à l'adolescence. Et là-dessus, la plupart du temps, l'adolescent va avoir beaucoup d'envie. Et nous devons lui expliquer que nous comprenons qu'il peut avoir des envies, mais que ce n'est pas parce qu'on a une envie qu'on va immédiatement répondre présent, et que le fait de ne pas répondre ne veut pas dire qu'il n'est pas important et qu'on ne l'aime pas. Et ça, il faut le mettre en mots. Il faut dire, tu sais, si tu as envie de penser que parce que je te dis non, parce que tu n'as pas, je t'aime moi, tu as le droit de le penser. Mais moi, je peux te garantir que c'est complètement faux. C'est tout. C'est-à-dire, à un moment, on lui donne la liberté. Et quand on lui dit tu as le droit de le penser, ça veut dire qu'on introduit chez lui l'idée qu'il a fait un choix de penser une chose d'une certaine manière. Tu as le droit de le penser. Si tu penses que parce que ceci, alors ça veut dire qu'on t'aime moins ou que les autres, tu peux le dire, mais moi en tant que papa, moi en tant que maman, je te dis c'est faux mon chéri. C'est faux. Et tu ne peux pas me dire que c'est inexact parce que je sais encore ce que je ressens. Je sais encore ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et ça, c'est important, surtout au niveau des adolescents, qu'ils l'entendent. Au niveau des adultes, c'est plus difficile. Parce qu'un adulte qui continue à être jaloux de ce qui s'est passé chez les autres, c'est un adulte souvent qui veut se mettre dans une posture. Et cette posture, c'est laquelle? C'est la posture de la victime. Et quelque part, inconsciemment, il a envie de rester dans cette posture parce que ça l'arrange, parce que ça lui permet de justifier ses rancœurs, permet de justifier plein de choses. Les parents, évidemment, lorsque leurs enfants grandissent et qu'ils deviennent grands-parents, doivent savoir qu'ils peuvent créer aussi de la jalousie au niveau de leurs enfants de par les relations différentes qu'ils ont avec leurs petits-enfants. Et là, il y a lieu de bien réfléchir, parce que là, ça peut être plus complexe. Lorsque vous êtes parent et que vous voyez que vos parents offrent des cadeaux à certains et pas à d'autres, au niveau des petits-enfants, alors évidemment, vous vous interrogez sur la souffrance que pourraient avoir vos enfants à avoir l'impression qu'ils sont moins importants pour leurs grands-parents que leurs cousins ou que leurs cousines. Et ça, par contre, ça exige de notre part une parole. Mais une parole douce, une parole intelligente, une parole qui n'est pas une parole de reproche ou de remontrance. On doit être capable d'aller chez nos parents et de leur dire « Papa et maman, je voulais juste vous dire quelque chose parce que sûrement vous n'avez pas eu le temps d'y penser, vous n'avez peut-être pas réalisé, mais les enfants peuvent avoir l'impression qu'ils sont moins aimés de votre part parce que les autres ont reçu et n'ont pas reçu. Je sais très bien que ce n'est pas du tout ce que vous avez en tête et la question ne se pose même pas. Mais eux, ils sont petits et ils se sont interrogés. Alors voilà, essayez juste de leur donner la réponse. C'est ce qu'il y aurait de mieux. Si les parents ne peuvent pas être à l'écoute de ça, alors à nous de dire à nos propres enfants, c'est-à-dire de leur dire non, pas du tout, mais parfois c'est eux, parfois c'est vous et vous verrez. Mais les enfants sont extrêmement sensibles à la manière dont leurs grands-parents fonctionnent par rapport à eux, surtout s'ils les voient de manière récurrente. Parce que les grands-parents sont la famille qui est à la bonne distance. C'est la famille qui donne
mais qui en même temps, parce qu'elle est à la bonne distance, permet à l'enfant de se sentir dans une relation de bien-être et de confiance. Évidemment, les jalousies dans la fratrie, lorsque les parents sont déjà beaucoup plus âgés et que nous cherchons à entretenir, ne sont que l'expression d'une certaine forme d'immaturité. Je suis désolé de le dire de cette manière. Parce que réfléchis un instant. Et on va voir un raisonnement que j'ai envie d'appeler un peu talmudique. Et ce raisonnement, c'est celui que j'appellerais le raisonnement de Mima Nafshar, de deux choses une. Alors très bien. Tu penses vraiment que tes parents t'ont moins aimé que l'autre? C'est possible. Et alors, concrètement, aujourd'hui, il faut que tu grandisses, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que même si en effet ce qui s'est passé veut dire cela, maintenant, sois capable de travailler sur ce que l'on appelle une interprétation qui ne soit pas négative. Peut-être que pour de multiples raisons, se sentaient plus proches de l'un que de l'autre, et ça fait partie de la vie, et on avance. Là où nous, en tant que parents, ne devons pas avoir peur, c'est de réaliser, je conclurai là-dessus avant de passer à vos questions, de réaliser que parfois nous avons une relation de proximité plus grande avec un enfant qu'avec un autre. La relation de proximité plus grande est liée au fait qu'il y a une forme de résonance particulière, parce qu'on se retrouve plus dans un enfant que dans un autre, parce que parfois il a le même type de caractère que nous, pour de multiples raisons. Mais le fait de développer une relation plus forte avec un enfant qu'avec un autre, surtout quand ils grandissent, n'est absolument pas quelque chose de dommageable, dès lors que lorsque nous sommes avec les autres enfants, nous sommes pleinement, totalement et absolument avec eux. Pourquoi? Parce que si dans notre tête, ce n'est pas un amour particulier que nous avons vis-à-vis de cet enfant, mais juste une forme de complicité intellectuelle qu'on n'a peut-être pas avec tout le monde, ou alors un modèle de fonctionnement qui est le nôtre et dans lequel on se retrouve plus facilement, dans la mesure où nous avons identifié ce qui est à l'origine de cette relation un peu plus particulière, mais que, au plus profond de nous-mêmes, le sentiment d'amour, nous le ressentons profondément vis-à-vis de toutes et tous, eh bien, évidemment, je vous garantis que les enfants le percevront et que la réalité et le quotidien se passeront de manière harmonieuse. Voilà quelques pistes de réflexion sur cette problématique de la jalousie dans la fratrie. Et comme d'habitude, eh bien, je vais vous demander maintenant de poser vos questions par écrit afin que je puisse y répondre. Alors, il y en a déjà un certain nombre, je pense. Alors, voilà. Donc, 5 enfants entre 9 et 1 an. Alors, entre les deux garçons de 9 et 8 ans, lorsque j'appuie sur la notion du Bechor, qu'il y a un aîné, lorsque tous mes enfants doivent recevoir une gâterie, est-ce que je fais bien? Si vous voulez que je réponde de manière lapidaire, non, vous ne faites pas bien. Désolé. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bechor, au fond, c'est l'héritage, c'est dans 90 ans pour vous. Laissez tomber. C'est le Bechor, non, on n'en parle pas. C'est pas une notion dont on doit partir. Ouais, c'est l'aîné, c'est l'aîné. Et quand on parle de l'aîné, ben c'est celui avec qui on a dû apprendre comment donner le biberon. J'espère que tu n'as pas trop souffert parce que quand tu étais né, ben, je ne suis pas sûr qu'on savait bien donner le biberon et bien te changer. Vous voyez, c'est-à-dire au contraire, il faut bien faire passer que le premier, c'est celui qui a un peu essuyé les plâtres. Et attention, attention, je me permets de rappeler quelque chose de fondamental que j'ai déjà dû évoquer dans une conférence. Pas de différence entre les garçons et les filles. Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire le coup que j'ai entendu un jour, et là je le dis clairement, alors peut-être certains disent, mais c'est comme ça qu'on fait chez nous, on a toujours fait chez nous, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, combien de fois j'ai entendu des filles qui disaient, comment se fait-il qu'au kidouche le vendredi soir, on donne d'abord aux garçons et après aux filles? Pardonnez-moi, c'est le genre de choses que je ne comprends pas. Dans les familles, on distribue le vin du kidouche, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Dans nos familles, on a l'habitude de donner d'abord au plus grand, puis au second, troisième, quatrième, cinquième, et puis c'est comme ça. C'est comme ça, on va dans l'ordre, et puis un jour, le plus grand, il part à la yeshiva, il part au séminaire, il va se marier, ça sera toi. D'accord? Mais ne pas accentuer cette notion de bechor, évidemment. D'accord. Donc ça, c'est une question. Donc, bon, ça, c'est la fin du match de Paris Saint-Germain. Bon, ça, alors. Donc,
Souvent, nos enfants nous demandent qui est ton enfant préféré. Que répondre? Pas de préférence, on vous aime tous. Ça leur fait croire évidemment que c'est lui notre préféré. Alors, moi, quand un enfant me dit qui tu préfères, je lui dis ça veut dire quoi préférer? Moi, j'aime bien que les enfants nous expliquent ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire quoi préférer? Et là, il va être un peu embêté parce qu'il ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça voudrait dire être préféré. Et à un moment, il dit non, mais préféré, ça veut dire que tu l'aimes plus. Il faut le dire, je ne sais pas ce que ça veut dire aimer plus. Moi, j'aime toi, j'aime lui, j'aime tout le monde, je vous aime tous. Non, mais qu'est-ce qui se passait si un jour, je vous prendrais tous avec? Ah, non, mais la question ne se pose pas, je me débrouillerai. C'est-à-dire que amenez-le d'abord, lui, à définir ce que veut dire la préférence et à partir de là, eh bien, leur dire que voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire préféré. Oui, tu es mon préféré, il est mon préféré, tu es mon préféré, vous êtes tous mon préféré. D'accord? Et donc, à partir de cela, mais demander aux enfants de mettre en mots est toujours très, très intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre comment ils fonctionnent intérieurement. On continue avec vos questions. Que faire alors, pardonnez-moi, j'ai sauté. Donc, bonsoir, y aura-t-il une rediffusion? Alors, cette conférence sera bien sûr sur Lève Vidéo, hein, vous pouvez aller voir, Lève Vidéo, elles y sont toutes, elles devraient y être, je pense, déjà demain, Bezrat Hashem. Alors, les autres enfants... Alors, quelqu'un me dit que les autres enfants doivent comprendre que le Bechor a droit à un respect de ses autres frères. Non, pardonnez-moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas expliquer à des enfants quand ils sont petits, ça ne veut rien dire. Avec tout le respect que je vous dois, ça ne veut rien dire. Il faut le respecter, c'est le Bechor. N'importe quoi. Je suis désolé de vous le dire de cette manière, et vraiment je vous prie de m'excuser d'avoir parlé de cette manière, ce n'était pas correct de ma part. Quand je dis n'importe quoi, je suis vraiment désolé d'avoir dit ça de cette manière. Non, ils sont petits, ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, le respect, ça veut dire quoi? Parce qu'il est né le premier, pourquoi c'est pas moi qui suis né le premier? Le Bechor, quand il aura 20 ans, 21 ans, 22 ans, il va incarner des choses, s'il est vraiment le Bechor, c'est-à-dire s'il assume son rôle, alors il y aura une forme de respect vis-à-vis de celui qui incarne quelque chose. Mais sinon, vous me posez la question, je ne crois pas du tout qu'il fallait évoquer ça de cette manière, et je vous prie de m'excuser encore pour la manière dont j'ai réagi, j'en suis vraiment désolé. Alors, lorsque je donne un compliment à un enfant, la grande de 11 ans me fait très souvent la réflexion, et moi aussi j'ai bien agi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et elle me dit parfois, heureusement que je suis là, alors que je la complimente souvent. Alors quand elle dit ça, vous lui passez la main sur le genou, vous dites, non, ouais, bien sûr. Bien sûr. Juste vous passez la main sur le genou, bien sûr, et vous passez à autre chose. C'est-à-dire, le bien sûr, c'est au passage, comme ça, elle comprend, oui, j'ai bien vu que tu as besoin d'être rassurée, mais bien sûr, ma chérie, un petit caresse, un petit truc, un petit machin, et on passe à autre chose. Alors, que faire? Est-ce une forme de jalousie avec un plus d'attention par rapport au petit? Alors, les enfants qui réclament plus d'attention, il faut, au moment où on s'occupe d'eux, leur faire prendre conscience qu'on s'occupe d'eux à ce moment-là. C'est-à-dire, il faut mettre en mots le moment dans lequel on est avec eux et on s'occupe d'eux. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Ah, c'est toi que tu m'as appelé tout à l'heure. Hein, c'est toi qui voulais ça. D'accord? C'est ça que tu veux? Alors, viens. C'est-à-dire, faites mousser ce moment, montrez-lui avec des mots que vous êtes là, et puis après, vous passez à autre chose. Mais quand vous y êtes, des enfants qui réclament plus d'attention, il faut souvent faire plus mousser le moment que vous leur accordez en le mettant en mots. Alors, la notion de jalousie est souvent plus forte chez les aînés qui ont chaque naissance l'impression que leur place est remise en question. Alors, c'est vrai. Donc, évidemment, de nouveau, mettre en mots. Et quand la naissance arrive, moi, je serais même pour leur dire, eh bien, vous allez voir, hein, quand votre petit frère ou votre petite soeur va naître, eh bien, vous aurez une demi, non, allez, une trois quarts, non, une maman à 85%, parce qu'il faudrait que je m'occupe un peu plus de lui, parce que le pauvre, il ne sait pas se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'en 2 mots, vous leur annoncez déjà qu'il va se passer quelque chose, mais vous leur donnez l'explication de texte. C'est-à-dire, alors, je vais être une maman à combien de pourcents? Bon, je pense que je vais être une maman à 85% ou 90%. Ben oui, comme je l'ai été pour vous, hein, parce que quand vous êtes des bébés, hein, on est obligé d'être plus, hein, parce que tu t'imagines un peu, le pauvre, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Donc, déjà, vous leur annoncez, et en leur annonçant, ils acceptent cette réalité, et à ce moment-là, travaillez beaucoup plus sur les moments
quantitatif, non, mais qualitatif dans lequel vous êtes avec eux. Sans faire exprès, nous donnons beaucoup plus à la première. Comment rééquilibrer pour ne pas qu'elle se sente au-dessus des autres et qu'elle ne pense pas qu'elle doit tout recevoir, qu'elle s'attend, et elle s'attend à recevoir ou plus que tous les autres ont. Bon, ben, ça, c'est sûr que si on a pris l'habitude, il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se ressent? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à lui donner plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a envie, au fond, de la capter, d'en faire une alliée parce qu'on a peur d'elle? C'est possible. Je ne peux pas vous répondre vraiment, parce que vous ne pouvez rien faire pour qu'elle ne se sente pas au-dessus des autres si à un moment vous avez des actes qu'elle peut traduire de cette manière. Donc, il faut utiliser une situation de crise qui existera, je vous rassure tout de suite, comme dans toute famille, dans laquelle elle voudra quelque chose et vous direz non, ou elle va taper du poing, elle va râler, elle ne va pas être contente, et vous direz non, 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 c'est comme ça. Mais sans paniquer. Et là, elle va descendre un tout petit peu de ce qu'elle croit être un piédestal, ça ne lui fera pas de mal, ça va être très dur pour elle. Je vous garantis qu'après ce genre de situation, ça peut être un peu chaud. Et vous la comprenez, je comprends, mais c'est comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là où, dans sa tête, elle va redécouvrir qu'au fond, eh bien, non, elle a la même place que tout le monde. Lorsque je récupère les enfants le soir à l'école, ils ont tous envie, il y a beaucoup de choses à raconter en même temps, comment gérer. Alors, ils pleurent si on écoute l'autre. Alors, vous savez ce que vous allez faire une fois, vous les prenez à la maison, vous dites, les enfants, ce soir, on va faire quelque chose de spécial. J'ai décidé que je vais tous vous écouter en même temps. Alors, je ferme les yeux et maintenant, tout le monde me raconte ce qu'il a besoin de me raconter. Et puis, évidemment, c'est de la cacophonie. Et n'ayez pas peur si à un moment, il commence à crier allez, crie. Et alors, vous arrêtez, à un moment, vous dites bon, stop. Alors, j'ai entendu. Et là, vous mêlez ensemble les paroles de l'un, de l'autre et du troisième. Vous dites mais j'ai rien compris, ça ne veut rien dire. Donc, déjà, faites-leur faire l'expérience qu'on ne peut pas les entendre tous ensemble. Non pas en disant mais je ne veux pas. Il faut qu'ils le vivent, il faut qu'ils l'intègrent. À partir de là, vous décidez de mettre en place un système dans lequel, eh bien, celui qui a le prénom qui commence par la lettre Aleph ou Bet, eh bien, lui, c'est tel jour ou tel jour. Et aujourd'hui, c'est le tour de qui? Et c'est les enfants qui doivent savoir que c'est le tour de lui. C'est-à-dire, c'est vous qui dites que c'est le tour de qui de me raconter en premier. Et installer à nouveau ça. Vous savez, c'est un petit peu le même système de faire travailler les enfants pour qu'ils ne se sentent pas lésés les uns par rapport aux autres. Comment est-ce que vous faites pour partager un gâteau et que les enfants n'aient pas l'impression que l'un est plus que l'autre? Et vous-même, vous n'intervenez pas. Vous demandez à un enfant de couper et aux autres de servir. Je vous garantis que celui qui coupe, il coupera de manière la plus égale qui soit. Est-ce qu'on doit gâter plus un enfant? C'est un truc qu'on a utilisé à la maison, c'était génial. C'est un de nos enfants un jour. Il y avait un gâteau, il a dit, alors, toi tu coupes et moi je sers. Il a trouvé cette formule, c'était parfait. Est-ce qu'on doit gâter plus un enfant qui mérite plus? Non, parce que ça ne veut rien dire mériter. Il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres. Donc, je ne suis pas pour qu'on doit le gâter plus un enfant qui mérite plus. Par contre, on peut dire, tiens, tu as vu, tu as fait telle et telle et telle chose. Eh bien, tiens, j'ai envie, voilà ça. Et toi, d'ailleurs, tu te rappelles quand tu avais fait telle et telle chose, est-ce que j'avais fait ça? Donc, ah non, je ne l'avais pas fait, mais tiens, rappelle-le-moi. Donc, c'est-à-dire, on peut installer cette idée que quand on fait beaucoup, on a droit à un plus, mais au moment où on le fait, on doit se rappeler que l'autre aussi, à un moment, a fait quelque chose qu'on va chercher et qui lui donnera la possibilité d'avoir. Mais ça, c'est de manière ultra ponctuelle. C'est-à-dire que la prochaine fois, il vous dit « Non, mais j'ai eu ça et ça et ça, pourquoi ?» Ok, oui, mais la dernière fois, oui, mais cette fois-ci, tout va bien. Donc, faut-il féliciter devant les autres enfants celui qui a de bonnes notes, même si ça crée la jalousie? Ça ne sert à rien de le faire devant les autres. C'est-à-dire, quand il vous dit j'ai eu 10, vous lui dites bravo, d'accord? Parce qu'on dit bravo, s'il a dit devant tout le monde. Et après, vous pouvez le prendre dans un coin et dire tu sais, hein, vraiment, je suis très fier de toi. Donc, vous pouvez faire ça en 2 temps. Première fois, bon, ben, un mot, le mot qu'il faut dire, et puis bon, ben, d'accord. Et le mot supplémentaire dans lequel il sent que voilà, vous êtes très content ou contente. Là, ça va être peut-être à un moment où il est seul. D'accord? Je suis très fier de toi. Ou alors vraiment, je te dis que la cavole, ça me fait très plaisir. Alors, mon fils de 4 ans est très jaloux de son frère de 7 ans. Il veut tout faire et avoir comme son frère. Comment agir? C'est le problème des envies. D'accord? Il a envie.
Donc, il faut accepter qu'il ait des envies et de temps à autre, lui proposer d'y répondre positivement et de temps à autre, lui proposer non. C'est-à-dire qu'à un moment, la plupart du temps, c'est beaucoup plus une problématique d'envie qui se situe à cet âge-là. Comment faire pour leur inculquer le respect, qu'ils se parlent correctement entre eux, peu importe l'âge? Première chose, si les enfants parlent mal, on se bouche les oreilles, on dit ça ne m'intéresse pas d'entendre des mots pareils. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas bien, c'est assourd, chas de shalom. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé d'entendre des mots pareils et juste reprendre. C'est-à-dire, s'il dit t'es un, parce que je ne sais pas quoi, un gros mot, vous reprenez, vous dites tu as envie de me dire que c'est un imbécile, alors dis comme ça. Et puis un jour, on peut en effet, à un moment où tout le monde est détendu, se poser, parler de ça et dire vous savez, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi vous avez besoin de vous dire les choses de cette manière. Moi, en tout cas, sachez que ça me dérange. Alors, voilà, il y a pas mal de questions qui arrivent. Quand mon deuxième enfant est né, on lui a donné beaucoup d'attention, on y passe pas mal de choses, même quand il ne se comportait pas comme il se devait avec son grand frère. Du coup, l'aîné qui a 13 ans aujourd'hui pense qu'on donne la préférence à son petit frère, comment rectifier aujourd'hui? Alors, il faut le parler. Et quand il dit, mais je pense, il faut dire, qu'est-ce qui te donne à penser ça? Et s'il dit, ça, et ça, il faut lui dire, eh bien, je comprends que tu puisses imaginer une chose pareille. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si tu as vu ça et que tu penses qu'en effet, on le préférait, eh bien, je comprends parfaitement que tu aies pu comprendre une chose pareille. C'est bien montrer qu'on est d'accord absolument qu'il a pu comprendre une chose pareille. Donc déjà, on légitime sa lecture. Dire maintenant, très sincèrement, c'est pas ça que ça voulait dire, mais je comprends que pour toi, ça a dû être très compliqué parce que tu devais être persuadé qu'en effet, si on fait ça, ça veut dire qu'on l'aime plus. Non, il était plus petit et on pensait que. Et pour te dire, je suis pas sûr qu'on a toujours bien fait de faire comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire, à un moment, reconnaître que peut-être ce qu'on a pu agir a pu le toucher. Juste comme ça au passage, à mon sens, ça peut pas mal aider. Alors, comment faire si le pire malheureusement été mal formé? Le pire est arrivé. Son aîné, bien qu'étant un excellent garçon, un élève hors pair, nous manque de respect. Comment s'en sortir tant la situation est dramatique? Là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Je vous prie de prendre mes coordonnées, elie, arrobase, lamed, lamed.fr, elie, arrobase, lamed, lamed.fr. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous donnerai mes coordonnées téléphoniques et on pourra en parler. Parce que là, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'autres éléments et je vous prie de m'excuser, mais ça ne serait pas très correct de ma part de vous répondre alors qu'il y a quand même pas mal d'éléments que j'ai besoin de connaître pour pouvoir essayer de vous donner une piste de réflexion par rapport à ça. L'aîné a plus de responsabilités, c'est pour cette raison qu'on pensait et qu'on donne plus à l'aîné, est justifiable. Un aîné a toujours plus de responsabilités et ce qu'il a justement, c'est ce regard qu'on le porte sur lui parce qu'on le voit responsable. Ce qui nourrit un enfant, c'est, alors, soit chez nous la responsabilité, c'est tu fais la vaisselle et pas les autres, ouais, alors là, il y a un problème. Mais si en effet, on lui donne plus de responsabilités, eh bien, on lui montre à travers cela qu'on lui fait confiance et c'est ça, au fond, qu'on lui apporte. On lui apporte cette confiance qu'on lui fait en étant prêt à lui donner plus de responsabilités. Notre second est beaucoup plus charmant que notre premier, du coup, le grand est très, très jaloux. Alors, c'est pas très clair. Je ne sais pas ce que ça veut dire beaucoup plus charmant. C'est sûr, certain que si c'est un enfant de tout le monde, quand il aurait dit « Ah là là, comme il a », alors vous ne pouvez pas faire grand-chose, parce que si c'est en plus les autres qui parlent, ben vous-même, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Par contre, de nouveau, on est de nouveau, pardonnez-moi, face à la traduction. Donc, dans ce cas-là, insistez beaucoup sur des moments privilégiés avec l'aîné dans lesquels vous lui exprimez combien vous avez eu du bonheur quand il est né, combien vous remarquez ses qualités et mettez en exergue certaines qualités pour qu'il voit et qu'il découvre que vous voyez chez lui des qualités, des particularités. Comment faire quand les enfants se disputent pour ne pas prendre parti? Alors, mon adresse, quelqu'un me redemande mon adresse, c'est Elie, comme mon prénom, E-L-I-E, arrobase, lamed, comme la lettre, L-A-M-E-D, .fr. D'accord? Comment faire quand les enfants se disputent pour ne pas prendre parti? Il faut leur expliquer que on n'est pas intéressé à prendre parti. C'est-à-dire, on dit, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a tort, qui a raison. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête de se comporter comme ça parce que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, et être, comme j'ai dit tout à l'heure, médiateur. Le médiateur, c'est quand on accepte
que chacun, dans sa tête, peut avoir raison. Quand on est médiateur entre deux personnes, on part du principe qu'il est persuadé d'avoir raison, il est persuadé d'avoir raison. Donc, on ne va pas dire « t'as tort, t'as raison ». Le médiateur s'est dit « vous n'avez deux personnes, tous les deux, elles sont persuadées d'avoir raison ». Le problème, c'est qu'il y a un antagonisme parce que ces deux personnes qui ont raison sont sur la même chose. Donc, on ne peut pas donner aux deux les raisons en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Et toujours cette notion de win-win, et surtout au niveau des enfants, comme on est de manière permanente avec eux, à un moment, c'est toi, et plus tard, tu verras, ce sera toi, et qu'ils s'habituent qu'au fond, c'est ça un petit peu le rythme de la famille. Est-ce que pour motiver un enfant à être propre, on peut lui dire « tu vois comme il fait ton frère, il faut faire comme lui » ? Non, non, clairement, parce qu'il voit là-dedans un challenge, et puis il dit bah, « lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas de toute façon, je laisse tomber, ça sert à rien ». C'est comme deux enfants qui apprennent à faire de la musique, on dit « mais t'as vu, lui, il arrive à faire ça ». Il dit « ouais, alors lui, il est doué, moi pas ». Donc, par contre, lui dire oh, « tiens, regarde, comment il fait, t'as vu, il s'assoit comme ça, peut-être qu'on s'assoit comme ça, éventuellement ». Mais sinon, laissez-le vivre sa vie, je vous rassure, tout se passera bien, même si ça ne se passe pas exactement au moment où vous le voulez, comme vous le voulez. Alors, il y a une question, c'est d'une personne qui se sent parfois submergée par les émotions, de ne pas réussir à calmer les enfants et de ne pas prendre de la distance émotionnelle. La première problématique quand on voit ces enfants se disputer, c'est qu'on dit « aïe, 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 mais c'est pas possible, comment mes enfants ils font des choses pareilles ?» Il y a une forme de déception, d'accord? On a une déception parce que ça nous bouleverse, parce que la projection, l'image, pardonnez-moi, qu'on avait de ce qui était censé être nos enfants les uns avec les autres dans la fratrie, eh bien, brusquement, est en train de se ternir et ça nous fait très, très mal. Donc, pour cela, d'abord, c'est un travail personnel à faire. C'est-à-dire, sachez que ce qui se passe chez vous, ça se passe chez les autres aussi. D'accord? Et même si les gens disent « non, mais chez nous, pas du tout », comme dirait l'autre, tu parles. Évidemment que non. Évidemment. Chez tout le monde, ça existe, ces jalousies. Chez tout le monde, il y a ces disputes. Et donc, c'est la traduction que vous risquez, vous, de faire qui est problématique parce que vous avez l'impression qu'ici, il y a une forme d'échec. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord, vous, de voir quand vos enfants commencent à être dans le conflit, quelque chose qui est normal et quelque chose qui fait partie de la vie et quelque chose qui existera partout. Et déjà, si vous faites ce travail, je pense que vous arriverez dans une certaine forme de distance et surtout, leur demander par la suite « bon, vous voulez que je fasse quelque chose ou pas ?» Et à ce moment-là, leur de voir « oui, 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 là, à dire, bon, alors d'accord, si vous voulez, alors vous m'écoutez. » On se pose, bon, alors toi, tu as envie, je comprends, toi, tu as envie de croire, toi, mais toi, tu considères. Donc, tout le monde pense qu'il a raison ici, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand tout le monde pense qu'il a raison d'après vous? Allez, je vous pose la question. Et au passage, vous pouvez reprendre ce concept une fois à table de Shabbat, et un, il pense qu'il a raison, et l'autre, il pense qu'il a raison, et le troisième, il pense qu'il a raison. Comment est-ce qu'on fait? Et sur la base de ça, eh bien, les choses peuvent bouger. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à cette thématique. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. A priori, mardi prochain, il n'y aura pas donc d'école des parents, c'est la fête de Hanouka, et je pense que chacun sera occupé, au Hachem, en famille, à faire des moments très sympathiques et joyeux à l'occasion de ces fêtes. Je nous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore de votre présence. Merci encore de votre écoute. Et Bezrat Hashem, eh bien, à la prochaine pour encore quelques séances sur l'école des parents, avant, évidemment, les moments dans lesquels, j'espère très fortement, nous allons nous retrouver quand même en présentiel. Kol Tov et plein de bonnes choses.